Merci d'être toujours avec nous. Nous sommes dans Regard croisé avec Komi Mayaba et Akwete Kosigan. Les djihadistes du Zinim ont mis leurs menaces à exécution près d'une semaine après l'annonce de l'instauration d'un blocus sur les villes de Nioro, du Sahel et de Kayes sur la route nationale reliant le Mali à la Mauritanie et au Sénégal. Mais ce sera donc momentanément puisque les FAMA ont fait sauter ce blocus. Bon, ce qui se passe dans ce pays, les forces régulières, les FAMA, ils sont en train de mener une incursion dans le nord du Mali, surtout principalement les villes comme les villes de Kayes. Parce que c'est une ville stratégique où ça doit relier le Sénégal et puis le Mali. Donc cette ville est supposée une ville où les djihadistes veulent toujours avoir la même mise, quoi. Donc ils ont bloqué les voies, ils ont érigé des blocus. Et puis à un moment donné, les forces régulières, les FAMA, n'ont pas pu peut-être permettre cette situation. Donc il a fallu qu'il y ait une descente de routine. Et c'est ce qui a pu faire. Ils ont pu démanteler des réseaux. Ils ont pu mettre la main sur beaucoup de djihadistes. Et aussi, beaucoup de personnes ont été interpellées. Dans cette situation, je pense que... Des personnes qui ne sont pas djihadistes, forcément? Non, pas qui ne sont pas... C'est identifier djihadistes. C'est pas qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, puisque quand on dit tu es djihadiste, il y a toute une enquête qu'on mène derrière avant de pouvoir savoir qui tu es. C'est comme ici au Togo, on peut peut-être supposer, au cours d'une enquête, penser que c'est pas pour rien les gens demandent des identités. Donc, quand on soupçonne quelqu'un de quelque chose, on est obligé d'aller dans les tréfonds du dossier pour voir qui es-tu exactement. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Donc, ça veut dire que les FAMA ont mené une offensive dans cette région du pays où ils ont pu quand même mener des actions salutaires d'ailleurs, qui ont permis aujourd'hui d'avoir un regard positif par rapport aux forces régulières, par rapport aux actions qui ont été menées dans cette région. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les djihadistes, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça prend toujours de l'allure, ça prend de la pleur, au fur et à mesure que le gouvernement met des actions, et ils aussi changent de manière de procéder. Et ça prend une autre dimension. Vous savez, le Sénégal actuellement, j'y ai cru, dans comment l'appelle-t-on, dans ce qui a été dit, il y a même les chauffeurs qui quittent le Sénégal pour le Mali, qui ont été arrêtés, et qui ont été maintenant enlevés, avec 3 personnes qui ont été enlevées, ils ne sont jamais venus, on ne sait pas d'où. On les a libérés. On les a libérés, bon, maintenant... Ils ont même été reçus par le président. Donc, c'est pourquoi je dis, l'action que mènent les FAMA dans cette région, c'est une action où l'État, en principe, parce qu'eux, ils sont en train de vouloir prendre des régions là, pour en faire un territoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi nous allons revenir à la stratégie que l'État malien devrait aussi adopter. D'accord. L'état-major a nié dans un premier temps qu'il y a eu un blocus au niveau de ces 2 villes avant de dire dans un communiqué, je cite, avoir neutralisé plusieurs dizaines de terroristes à proximité de la forêt du Baoulé, dans la zone de Mustapha, dans le cercle de Diema, dans l'ouest du pays. Vous savez, dans les pays de l'AES, notamment au Mali, eux-mêmes, ils ont crié trop vite victoire. Victoire, or, il y avait beaucoup de travail sur le terrain, il y avait beaucoup de niches de terroristes et de djihadistes, et aussi les indépendantistes de la Jawad aussi sont là. Comme ils sont affaiblis militairement, c'est eux qui alors appellent à l'aide les terroristes, ce qui fait que voilà, il y a toujours ces blocus un peu partout là. C'est à cause de ces indépendantistes qui n'ont pas eu la chance de voir l'initiative d'Alger continuer, puisque l'État est sorti de cette affaire d'Alger, de cet accord d'Alger qui ne prospère plus, et donc ils n'ont plus de dialogue.
il n'y a plus de dialogue entre les indépendantistes de la Zawad et l'État. Donc, c'est eux qui aujourd'hui hébergent les terroristes et qui alors font du mal à la population et ne permettent pas que voilà, les services de l'État décentralisé puissent alors jouer pleinement leur rôle. Alors, quand on prend les axes routiers, ça rentre dans l'héritage, dans le patrimoine de l'État, puisque c'est un bien commun. Alors, ces terroristes, comme ils veulent faire du mal à l'État, or ils font plus de mal aux populations, alors ils empêchent que voilà, il y ait libre circulation sur ces axes-là. Qu'est-ce qu'ils réclament au juste? Non, les djihadistes Les djihadistes, au fait, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des réclamations? Ils n'ont pas de réclamations, sauf, on sait que les gens de la Zawad ont voulu alors parler de fédération avec l'État central. Or, l'État central ne veut pas entendre parler de fédération au Mali. Maintenant, l'initiative d'Alger n'a pas continué, n'a pas prospéré, alors les discussions sont bloquées là-bas. Voilà, l'État dit, soit vous devenez des Maliens ou on vous combat. Et nous en sommes là. Et eux aussi, alors, vous savez qu'entre-temps, ils ont des initiatives comme le CPC et d'autres groupes qui combattaient alors en faveur de la Zawad, qui aujourd'hui ont été neutralisés lors de la grande contre-attaque de l'armée, entre-temps qui a libéré Kidal. Alors eux aussi ont été emportés par les feux de l'armée malienne. De l'armée malienne, et aujourd'hui, ils peinent à se reconstituer. C'est eux qui alors hébergent les terroristes qui aujourd'hui n'ont pas alors l'équipement qu'il faut pour combattre les FAMA, et ils font mal à la population par des enlèvements sur les axes routiers, ce qui est à déplorer. De janvier à mai 2025, le JNIM a revendiqué plus de 240 attaques individuelles, soit 2 fois plus qu'au cours de la même période de l'année dernière. Qu'en est-il des efforts de contre-insurrection? C'est de ça il s'agit, parce que actuellement, ce qui est en train de se faire, la contre-intervention aujourd'hui, contre-insurrection, j'allais dire, elle est plus désastreuse, parce que quand vous voyez les djihadistes qui s'insurgent contre l'État malien, vous allez vous poser la question d'où ils viennent avec cet arsenal de guerre. Et c'est là, on met à contribution peut-être les puissances étrangères qui, entre-temps, étaient décriées dans ces pays. Aujourd'hui, même quand vous voyez les djihadistes œuvrer dans ces régions-là, je pense que c'est des gens qu'entre-temps, on leur a dit, ou peut-être les États avec lesquels vous avez eu des problèmes peuvent appuyer d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est de l'autre côté, les gens diront que cette contre-insurrection, est-ce qu'elle ne pourra pas être appuyée par les grandes puissances? Oui, je le dis parce que je me pose des questions, parce que quand vous prenez un djihadiste ou un terroriste qui a les armes plus sophistiquées que même un militaire ou quelqu'un qui est l'armée régulière, les gens vont se poser la question, c'est à quel moment, comment est-ce qu'ils font pour trouver ces armes-là? C'est pourquoi on dit la guerre... Le financement. Le financement, vraiment. Tout ce dont ils ont actuellement, tout ce dont ils disposent à leur niveau, vous avez posé des questions, d'où ça vient? Qui sont derrière eux? Comment ça se passe? Plusieurs questions se sont posées à travers ces questions et ils n'ont pas trouvé de réponse. Et nous disons que quand on va dire aujourd'hui que le terrorisme est fini, je ne pense pas qu'on finit avec le terrorisme. Tant qu'il y a les puissances derrière, et qui, pour des raisons, pour des intérêts des États, doivent maintenir ce fléau-là, avec qu'ils aussi en bénéficient, parce que tout se fait, parce que c'est un pays, un État qui a les moyens, il faut qu'il y ait de la déstabilisation afin de pouvoir s'en profiter. Maintenant, comment ça profiter de ces richesses-là, c'est une autre paire de manches. À côté, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont eu du mal à contenir la violence des djihadistes, et c'est l'un des facteurs qui ont contribué à plusieurs coups d'État dans ces 3 pays aujourd'hui réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces militaires au pouvoir sont plus capables que les civils qu'ils ont renversés d'endiguer la menace djihadiste croissante, en particulier celle du JNIM? Je pense quand même que même les autorités, les premières autorités alors de ces pays reconnaissent, même s'ils n'arrivent pas à le dire publiquement, ils reconnaissent que même
sous leur magistère, le fléau du terrorisme continue et a plus de force qu'avant. Par exemple, dans le Niger, sous Bazoum, il y avait moins d'attaques que sous le régime du général Tiani actuellement. Entre-temps, Bazoum avec les Américains, avec aussi les Turcs, ils ont trouvé alors des canaux par lesquels alors mettre hors d'état de nuire les terroristes, surtout dans les grandes villes. Mais c'est le contraire avec le général Tiani aujourd'hui, et il en est de même dans les autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont militaires qu'ils arrivent à contenir alors le terrorisme ni le djihadisme. Alors je pense quand même qu'ils n'ont pas alors la science infuse alors de faire cesser les attaques des terroristes ou de faire disparaître totalement de leur espace le terrorisme. Comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur, il a dit que le terrorisme pour lui, ce n'est pas un fléau qui va finir du jour au lendemain. Il faut alors des plans et des stratégies pour alors les combattre et les éteindre avec le temps. C'est-à-dire que le terrorisme va disparaître dans le temps, mais dire que du jour au lendemain ça va disparaître, c'est peut-être du leurre. Alors ils sont en train de l'apprendre à leur dépens. Parce que, qui vous souviennent qu'ils ont fait venir des supplétifs russes pour alors les aider à contenir... Avec Wagner. Avec Wagner, puisque qui cède sa place aujourd'hui à Africa Corps. Voilà, ils disent, entre griffes, qu'ils ne traitent pas avec Wagner, qu'ils traitent avec des supplétifs russes. Et entre-temps, c'est transformé en Africa Corps. Or, en réalité, c'est Wagner. Alors, tout le monde sait que Wagner, c'est vrai que Wagner a fait mes bases sur une partie de leur richesse, surtout orifère, mais sur le terrain de combat, du terrorisme, je pense quand même qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les armées de 16 pays se sont équipées énormément et aujourd'hui sont en train d'apprendre beaucoup, ils sont en train de faire alors le transfert de technologie et d'expérience chez les armées russes, mais sur le terrain, le résultat n'est pas ce qu'on a pensé. Mais les FAMA ont fait sauter ce blocus qui a été imposé momentanément. Les FAMA n'ont pas pris beaucoup de temps. Est-ce que oui, non, moi c'est pourquoi je suis... oui, c'est pourquoi je suis pas d'accord avec... ce qu'Akwete dit en disant qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Oui, je ne sais pas c'est quoi ils voudraient qu'ils fassent mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que nous savons aujourd'hui, il y a un recul, il y a un recul un peu par rapport à ce qui se faisait avant. Beaucoup de ces présidents, de ces anciens présidents ont connu les différents coups d'État que nous avons connus dans ces pays du Sahel sont liés à ce terrorisme-là. Et la stratégie adoptée aujourd'hui avec les États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, l'AES aujourd'hui, c'est une coordination. Et il a fallu que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec la stratégie qu'ils ont adoptée pour lutter contre le terrorisme commencent à s'inviter dans la danse. Alors, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, changer un partenaire n'est pas un problème. C'est la politique que vous mettez, les accords que vous signez avec des partenaires pour telle ou telle raison qui motive ou qui donne quand même des gages de dire tel, ça peut être passé ou tel. Donc, je ne peux pas aujourd'hui me dire que si je suis ami à Akwete, que demain je ne peux plus avoir un autre ami parce que Akwete seul me suffit. Il faut diversifier les partenaires. Mais si entre-temps je vois qu'avec Akwete, ça ne marche pas, que je peux changer, Akwete ne peut pas m'en empêcher. Sauf qu'à un moment donné, il sait qu'il tire plus profit de moi. Non, je viens. Je suis en train d'illustrer ça. Oui. Beaucoup de propagande, mais les résultats sur le terrain. Non, les résultats sur le terrain. Ce que ils ont c'est là je dis. Ils n'ont pas engagé trop de victoires que ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Non, c'est justement. C'est vrai qu'ils ont amené les supplétifs russes. Je ne refuse pas. Mais est-ce que les supplétifs russes ont mis fin au terrorisme dans ces pays? Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas mettre fin. Ne se met pas fin. Quand on dit, nous, ce que la politique que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, nous sommes en train de dire que nous parlons de l'implication des puissances dans nos États pour lutter contre. Parce que quand moi, je suis même pas encore venu. Non, je suis en train d'expliquer un phénomène. Je dis, écoutez-moi bien. Je dis, eux, ils vantent aujourd'hui, il a dit qu'ils n'ont pas vu grand-chose faire par rapport à ce qu'ils ont vanté comme mérite. C'est ce qu'il a dit. Et je dis non. Parce que
ce qu'ils ont vanté est en train d'être fait par rapport à la stratégie qu'ils ont mis en place, en changeant de partenaire. Ça, le premier partenaire qu'ils avaient, la France, qui l'ont chassé, la France était venue dans quelle intention? Quand ils ont signé l'accord, c'était quoi? C'est lutter contre le terrorisme. Ce terrorisme n'a pas été lutté, mais on voyait que c'est la France, au contraire, qui nourrissait le terrorisme à son détriment. Mais c'est ce que ces dirigeants disent. Oui, c'est ce que ces dirigeants disent. Et donc, il faut changer. Non, laissez la preuve là où elle est. Et ils savent sur quelle base ils savent sur quelle base ils ont fondé pour le dire. Si la France dit non. Avec eux, maintenant, la France... Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est beaucoup de choses dont on est en train d'en parler. Alors que le terrorisme continue. Oui, ça doit continuer. Ce n'est pas quelque chose qu'on finit avec. Mais on change de stratégie. Dans leur discours, ils ont dit ils vont mettre fin. C'est combattre. On dit combattre. Non, ils ont dit ils vont mettre fin à ça dans peu de temps. Oui, mais c'est un langage, c'est un discours. C'est un discours. Mais attends, quand vous combattez quelqu'un, l'objectif premier. Ça n'est pas devenu même du business. Quand vous combattez quelqu'un, l'objectif premier, c'est quoi? C'est de le vaincre, non? Mais non. Oui, non, c'est de ça il s'agit. Maintenant, s'ils disent, je vais venir vaincre le terrorisme, cela voudrait dire qu'ils mettront du temps, ils mettront des stratégies en place pour pouvoir évoluer avec la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est cette lutte. Oui, ce n'est pas trop de surenchère. Alors, moi, je dis que ce qu'ils ont fait est tellement grand qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même leur dire qu'ils n'ont rien fait. La plus forte raison. Quand il reste à faire, rien n'est fait. Non, c'est votre façon de voir. Moi, je ne peux pas le voir sur ce angle. Non, je ne peux pas le voir sur cet angle. L'angle sur lequel vous l'entrevoyez en disant non, je suis désolé. L'angle sur lequel vous l'appréhendez en disant qu'ils n'ont rien fait, ça donne. C'est ça même l'objectif du débat. Donc, je ne suis pas obligé de voir dans l'angle que vous voyez. Non, c'est pourquoi je dis votre angle reste le vôtre, le mien reste le mien. Voilà, donc restons chacun à donner son analyse. À vous deux, les militaires eux-mêmes ont été accusés par plusieurs organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme de commettre des atrocités sur des civils, alors que le pays s'efforce de contenir l'insurrection. Est-ce qu'il est à craindre que le JNIM aussi continue de s'étendre sur l'ensemble du Sahel? Vous savez, aujourd'hui, à cause de la situation du terrorisme que alors subissent ces trois pays, il y a beaucoup de choses qui se font et qui ne respectent pas les droits humains. Ça, on le sait. Mais on a tendance à le ranger sous le côté de l'urgence qu'ils vivent. Alors, les gens ne peuvent pas être assaillis de toutes parts. Parfois même, ce sont des territoires qui sont engrangés par les terroristes et ils sont obligés d'aller les déloger. Et on m'a dit, on va leur imposer alors le respect des droits humains ou le respect des activités politiques ou de la vie de la vie associative ou de la société civile. Ça, moi, je leur concède ça. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'il faut alors permettre à ce qu'il y ait des exactions ou des enlèvements qui rapidement. Voilà, ou qui parfois ont trait à faire taire les voix dissonantes. C'est ça que moi je n'apprécie pas. Parce que pour moi, pour construire un pays, la voix de tout le monde compte. Tony. Non, bon, les exactions sur les civils aujourd'hui, bon, c'est à voir avec beaucoup d'appréciation parce que la lutte contre le terrorisme ne respecte pas parfois certains droits fondamentaux. Parce que quand on dit terroriste, c'est pas parce que il est humain que par rapport à ce qu'il fait, on ne peut pas quand même mettre des verrous pour pouvoir le déloger. On ne va pas respecter cela. Donc ça prend une autre dimension de la situation des droits, de défense des droits humains. Et donc c'est en ce sens-là, on doit balayer de revers cela. Mais d'un côté aussi, on doit penser que ceux qui doivent subir ces actes-là, ces atrocités-là, s'ils s'inscrivent dans le cadre du terrorisme, on ne va pas exclure. Mais s'ils sont endogènes, c'est-à-dire que c'est des populations que le peuple connaît ou le gouvernement connaît, qu'on peut aller vers eux pour les faire des atrocités, c'est à combattre avec une dernière énergie. Ce sera tout pour le sujet du Mali. On revient dans un instant pour le dernier sujet consacré au Togo.